Bonjour à tous. Il y a tout juste un an, le monde entier découvrait les premières images de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Un an de guerre, de souffrance et de résistance aussi. Depuis 12 mois, les combats n'ont jamais cessé. Le pays vit au rythme des attaques russes, mais l'armée et le peuple ukrainien continuent de résister. Alors pour que la mobilisation ne faiblisse pas après un an de conflit, nous avons réuni dans cette émission spéciale des invités exceptionnels. Je vous propose tout d'abord de rencontrer la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, qui nous a accordé un entretien lors de son passage à Paris en décembre dernier. La première dame venait lancer sa fondation aux côtés de Brigitte Macron. Et puis nous écouterons ensuite deux de nos plus grandes stars de cinéma qui ont décidé d'apporter leur soutien à l'Ukraine. Alain Delon et Catherine Deneuve ont souhaité s'engager en interprétant pour nous des textes des deux plus grands poètes ukrainiens, Taras Shevchenko et Lesia Ukraïnka. Et puis, à la fin de cette émission, vous revivrez l'incroyable rencontre entre Alain Delon et le président ukrainien Volodymyr Zelensky en duplex sur ce même plateau à l'automne dernier. Avant d'être président d'un pays en guerre, Volodymyr Zelensky a débuté comme acteur et l'échange, vous le verrez, avait été riche en émotions. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. Nous l'avons rencontrée au Centre culturel ukrainien Avenue de Messine à Paris, qui a également été l'ancien hôtel particulier d'Alain Delon. Regardez. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre voyage tout d'abord? Je vous remercie de votre question. Le voyage était plus long que nous y attendions, car aujourd'hui, la logistique, le lien avec l'Ukraine est extrêmement compliqué. Tout d'abord, nous allons en Pologne, ensuite nous pouvons prendre l'avion et malheureusement, en Pologne, il y a eu beaucoup de neige et cela nous a retardés. Donc merci de nous accueillir ici, chez vous, Madame Zelenska. Nous sommes au Centre culturel ukrainien de Paris. Nous sommes en Ukraine, ici, au fond. Je suis ravie d'entendre ces paroles et ça me fait plaisir aussi de constater que c'est la première fois que je suis dans le Centre culturel ukrainien. Je voudrais regarder ensuite l'exposition des caricatures dédiées à la guerre qui se déroule en ce moment dans ce lieu. Mais cela me fait très plaisir d'être là puisque je connais l'histoire de cette maison qui appartenait autrefois à Alain Delon et ce genre de coïncidence ne peut pas être le fruit d'un hasard. Je pense que c'est un destin. Vous êtes à Paris pour une visite officielle. Vous allez rencontrer les autorités françaises et vous allez lancer votre fondation avec Madame Brigitte Macron. Quelles sont les actions, notamment vis-à-vis des enfants et des hôpitaux, que vous allez faire en commun avec Madame Macron? La Fondation a trois axes d'action liés tout d'abord avec la médecine, ensuite l'éducation et l'aide humanitaire à la population. Malheureusement, l'Ukraine traverse actuellement la période la plus difficile, probablement l'hiver le plus dur de son histoire, en particulier dans les régions qui viennent d'être déoccupées, où la situation la plus dure est liée au chauffage. Nous avons peur que beaucoup de gens soient morts de froid et ils ont besoin d'aide. C'est un des axes de travail de notre fondation. Si on devait parler de l'éducation, nous devons restaurer les écoles, car près de 1000 écoles ont été endommagées. 300 voire plus, puisque les statistiques changent constamment. Plus de 300 écoles ont été détruites complètement et afin que la société puisse se développer, il faut éduquer les enfants. C'est le deuxième axe de notre travail et nous essayons également de restaurer le processus éducatif en adaptant l'enseignement en ligne. Nous essayons d'obtenir les notebooks, les ordinateurs portables et d'autres gadgets pour permettre aux enseignants et aux élèves de suivre. La sphère médicale, c'est tout d'abord la restauration des hôpitaux. Et ma mission lors de cette visite est de trouver un moyen de restaurer un hôpital qui se trouve dans la ville d'Izum. La ville a été déoccupée il y a un mois et l'hôpital, qui est l'hôpital central de cette région, qui avant cette invasion de masse
était ouverte pour 140 000 patients. Cet hôpital est en ruine. Je peux vous raconter ce qui lui est arrivé, comment les occupants l'ont détruit, mais les médecins sont restés. Et parfois, ce sont vraiment des histoires héroïques, des personnes qui ont tenu et qui ont tenu cette ville à bout de bras, et c'est justement sauver cet hôpital, sauver les gens qui y travaillent, sauver ceux qui doivent pouvoir y recevoir les soins médicaux. C'est l'objectif de mon voyage et j'espère qu'ensemble avec Madame Macron, nous réussirons à attirer l'attention sur cet événement. La Fondation de France rencontre avec des grands capitaux, grandes fortunes, et c'est leur aide que j'espère obtenir. Est-ce que vous aviez pensé, avant la guerre, faire cette fondation, et est-ce que c'est une réflexion que vous aviez mûrie avec le président Zelensky, le lancement de cette fondation? Vous avez tout à fait raison de dire que c'est la guerre qui a donné l'impulsion puissante pour la formation de la création de cette fondation. Avant cette invasion à grande échelle, je parvenais à mener mes œuvres humanitaires sans créer une fondation. J'y ai pensé déjà, mais j'avais suffisamment d'énergie et de capacité pour ne pas créer, en tout cas ne pas avoir besoin de cet instrument. Malheureusement, la guerre, chaque jour, ajoutait de nouvelles épreuves. Il y a de plus en plus de demandes d'aide qui nous parvenaient et continuent à nous parvenir, qui viennent de la part des personnes civiles, et les problèmes augmentent chaque jour. Et en même temps, en me rendant à l'étranger, je recevais les demandes de ceux qui souhaitaient aider l'Ukraine. Comment pouvons-nous aider? Comment pouvons-nous transmettre les fonds ou l'aide humanitaire? Est-ce qu'on peut le faire par votre biais? Nous avons confiance en vous. Nous voulons que vous soyez notre intermédiaire. Et c'est là que j'ai ressenti que ce puzzle était en train de se reconstituer. Il y a des gens qui ont des besoins, il y a des gens qui sont capables de satisfaire ces besoins, et je peux devenir une sorte de courroie de transmission entre les deux. C'est une aide qu'on appelle people to people, et je suis persuadée que je dois faire tout mon possible pour utiliser à la fois le potentiel étranger, donc à l'intérieur de l'Ukraine. Malheureusement, l'économie ukrainienne est actuellement dans une situation extrêmement tendue et nous ne sommes pas en mesure de répondre à tous les défis. Nous avons besoin d'aide et j'espère avoir trouvé la possibilité d'apporter cette aide. Est-ce que vous avez l'intention d'associer des personnalités françaises reconnues qui pourraient venir aider votre fondation, aider à faire connaître ses causes? J'espère beaucoup et je compte sur leur aide. Demain, je rencontrerai Madame Macron et j'espère que nous pourrons essayer de venir en aide à l'Ukraine ensemble. Je compte également sur ses conseils dans ce domaine qui je devrais voir pour impliquer le maximum de personnes qui seraient en mesure et désireux d'aider l'Ukraine. Bien évidemment, nous avons besoin de réactions, d'aide, des personnes influentes, importantes, qui attirent l'attention de la société, et c'est leur plus grande force. Nous avons deux grands acteurs français, acteurs-actrices français, qui se sont mobilisés pour l'Ukraine. Alain Delon, qui a d'ailleurs eu le plaisir de rencontrer par satellite votre mari, le président Zelensky. Je vous propose que nous regardions ensemble Alain Delon en train de réciter, de lire un poème de votre grand auteur, Victor Hugo, ukrainien, Taras Shevchenko.
Tout pour l'Ukraine. Quand je serai mort, mettez-moi dans le théâtre qui sert de tombe, au milieu de la plaine immense, dans mon Ukraine bien-aimée, pour que je voie les champs sans fin, le Dniepr et ses rives abruptes, et que j'entende mugir, lorsque le Dniepr emportera vers la mer bleue, loin de l'Ukraine, le sang des ennemis. Alors j'abandonnerai les collines, j'abandonnerai les champs, jusqu'au ciel je m'envolerai pour prier Dieu, mais si longtemps que cela n'aura pas eu lieu, je ne veux pas connaître Dieu. Vous, enterrez-moi, levez-vous, brisez enfin, brisez vos chaînes, la liberté, arrosez-la avec le sang des ennemis. Plus tard, dans la grande famille, la famille libre et nouvelle, n'oubliez pas de m'évoquer avec des mots doux et paisibles. Et le ciel n'est pas lavé, et les flots sont endormis loin, au-dessus de la rive. Tout comme si c'était ivre, sans vent, se courbent les joncs. Dieu, dois-je encore longtemps languir ici dans les steppes, au bord de la mer infâme. L'herbe jaunie et muette et se courbe dans la steppe, comme un être qui vivrait. Mais l'herbe jaunie refuse de dire la vérité. Et personne, en dehors d'elle, que l'on puisse interroger. La vérité régnera-t-elle en ce monde, parmi les hommes? Il faut que cela soit, sinon, le soleil arrêtant sa course, brûlera la terre souillée. Comment vous percevez le fait qu'Alain Delon ait voulu aider l'Ukraine en apportant cette action qu'il a peu l'habitude de faire maintenant, de refaire l'acteur pour une cause? Je commencerai par le fait que le nom que vous avez cité, et en particulier celui d'Alain Delon, ce ne sont pas que des personnalités connues en Ukraine. Ce sont des gens qui sont non seulement connus et aimés par des générations d'Ukrainiens. Et lorsque ces gens s'adressent aux Ukrainiens, lorsqu'ils s'expriment avec les paroles du poète ukrainien, comme ce que nous venons de voir avec Alain Delon, ce n'est pas qu'une aide, ce n'est pas qu'un soutien, c'est un appel au monde entier. Ce sont des gens connus. Je pense qu'il n'y a pas de pays dans le monde qui ne les connaissent pas et qui ne les aiment pas. Et lorsque les gens de cette trempe élèvent la voix pour nous aider, pour nous soutenir, le monde entier le voit. Ce qui signifie pour nous que le monde entier nous soutient. Au-delà de toute valeur, et nous le respectons beaucoup. Catherine Deneuve également, que je vous propose que nous regardions aussi, Madame Zelenska, a souhaité, eh bien, elle, réciter un poème, L'Espérance. On écoute Catherine Deneuve. Bonjour Catherine Deneuve, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous allez réciter dans un instant un poème de Lesia Ukrainka, qui est la grande poétesse disparue le 19 juillet 1913, icône de la littérature ukrainienne, passionnée de langue, elle est polyglotte, une immense culture. Elle était militante féministe déjà à son époque et très engagée politiquement pour que l'Ukraine fasse partie déjà de la culture européenne. Ce premier poème que vous allez lire, elle l'a écrit à l'âge de 9 ans, en écho à la déportation en Sibérie de sa tante bien-aimée pour participation au mouvement de la libération nationale déjà. Merci Catherine Deneuve et je vous laisse lire ce poème.
Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Revenir un jour dans ma belle Ukraine. Revoir une fois ma terre lointaine. Contempler encore le Dniepr, si bleu. Y vivre ou mourir, importe bien peu. Revoir une fois les terres, les plaines, et brûler au fond des pensées anciennes. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Merci Catherine Deneuve pour cette expression et pour avoir récité ce poème L'Espérance de Lesia Ukraïnka. Merci à vous tous et toutes. Oui. Catherine Deneuve est-elle connue aussi en Ukraine? Est-elle une actrice qui compte? Est-ce que ce genre d'aide de ces personnalités françaises peuvent aider, y compris votre fondation, à faire reconnaître son action? Incontestablement. Il s'agit d'une étoile planétaire. Il me semble qu'il s'agit d'une personne connue et adorée en Ukraine. Et si je parviens à avoir un contact personnel avec elle et d'avoir son aide et son soutien, je serai bien évidemment très heureuse. Quel message vous pourriez délivrer aux Français qui vous regardent, qui ont une grande amitié, qui ont prouvé tout au long de cette guerre leur soutien à l'Ukraine, les Français, dans leur grande majorité? Quel message vous pourriez leur délivrer pour qu'ils continuent de vous aider? Parce qu'au fond, le danger n'est-il pas que les soutiens que vous avez un jour, par lassitude, parce que la guerre durera, se fassent moins forts? Je commencerai d'abord par les mots de remerciement, car dès les premiers jours, nous ressentons cette aide et ce soutien de l'ensemble du peuple français. Pas seulement de l'établissement politique, mais de tous les Français. En effet, la guerre dure et nous sommes fatigués, et le monde est fatigué. Mais je voudrais rappeler que lorsque la Russie lance les roquettes et les bombes contre nous, elle terrorise le reste du monde économiquement. Et c'est la même terreur, mais par d'autres moyens. Et nous devons décider aujourd'hui si nous allons nous rendre face à cette force et cette agressivité, ou est-ce que nous allons défendre la vérité, la liberté d'expression, la liberté de choix, la liberté d'aimer. Les Français se sont toujours différenciés par leur désir de liberté et par leur cœur ardent. Et je considère que ce cœur n'a pas ralenti. Car aujourd'hui, c'est une question de justice. Et je suis persuadée que lorsque nous gagnerons, ce sera notre victoire commune et nous devons y parvenir ensemble. Votre mari, le président Zelensky, m'a dit à Kiev il y a quelques semaines que dans l'art de la guerre, il y avait l'art de la communication. Est-ce que la littérature, on a parlé il y a un instant d'Alain Delon, de Catherine Deneuve, est-ce que la littérature, elle aussi, peut aider à supporter la guerre d'abord et ensuite à faire connaître mieux une culture, un peuple? Nous voyons aujourd'hui qu'il existe non seulement le front chaud, mais il y a également le front culturel. Et nous l'avons compris dès les premiers jours de cette invasion, lorsque nous avons vu comment ont été détruits nos musées, comme le musée Maria Promachenko à Ivankiv, ou bien la maison de Grigori Skovoroda dans la région de Kharkiv. C'était des anciens bâtiments autour desquels il n'y a aucun site militaire. Ce qui signifie que les Russes tuent intentionnellement la culture ukrainienne, car la culture ukrainienne, c'est
sommes-nous. C'est ce que nous représentons, c'est ce que nous incarnons, notre philosophie, notre littérature. On détruit les bibliothèques. Et nous devons aujourd'hui sauver non seulement les tableaux, les sculptures, mais aussi les livres. Malheureusement, nous avons vu comment on détruit la littérature ukrainienne dans les villes occupées. Lorsqu'il y a des bûchers, ce que nous avons lu dans les anti-utopies existe aujourd'hui réellement. C'est absolument horrible. Défendre notre culture, cela veut dire défendre une partie de la culture du monde. Donc nous devons non seulement nous défendre, cacher nos biens culturels, mais aussi les diffuser, diffuser notre culture, notre littérature à travers le monde pour que nous soyons plus connus, plus entendus, pour qu'on pense davantage à nous. J'ai plusieurs projets littéraires qui visent notamment à diffuser la littérature ukrainienne à travers le monde, à remplir les bibliothèques à travers le monde avec nos livres et aussi en traduction dans les langues locales, mais aussi en langue ukrainienne. Et demain, nous allons transmettre une partie de ces livres à la Bibliothèque nationale. Nous sommes fiers de savoir qu'il y aura davantage de livres ukrainiens dans cette institution. Malheureusement, cette guerre n'a pas de domaine où elle ne nous aurait pas fait mal. En tuant nos artistes, comme tout récemment, il s'est avéré que dans la région de Kharkiv, dans la ville d'Izium, on a tué un écrivain pour enfants, Volodymyr Vakulenko, qui avait été enlevé encore au mois de mars, et ce n'est que maintenant, lors de l'exhumation des fosses communes, qu'on a trouvé son corps. Pendant l'occupation, les Russes ont tué un chef d'orchestre ukrainien à Kherson, Yuri Kirpatenko. Ils ne tuent pas seulement les individus, ils veulent nous tuer de l'intérieur, que nous perdions l'espoir. Et nous ne le laisserons pas faire. Il y a aujourd'hui des milliers d'expositions, des concerts ukrainiens à travers le monde et nous continuerons. Plus on nous connaîtra, plus nous aurons de chances de survivre. Alors nous sommes, je le disais, au Centre culturel ukrainien, en terre ukrainienne ici. Et je vous annonce que les SIA Ukrainia va être édité en France pour la première fois, suite donc, et grâce à la fois à Catherine Deneuve, mais également grâce à l'ambassadeur ici d'Ukraine en France, qui est extrêmement proche des artistes, Vadim Omelchenko, et qui a permis que les SIA Ukrainia soit édité en français, ce qui sera la première fois. Donc je voulais saluer ça devant la Première Dame et remercier l'ambassadeur d'Ukraine à Paris de cela aussi. C'est formidable. Est-ce que vous aviez imaginé, Madame Zelenska, ce destin? Est-ce que vous aviez imaginé ce qui allait vous arriver? Et est-ce que ce rôle de Première Dame d'Ukraine s'est profondément transformé quand la guerre est arrivée? Il me semble que la guerre a tout changé. Non seulement dans ma vie, mais dans le destin de tous les Ukrainiens. Personne ne s'attendait à de tels changements, que notre monde change autant, que nous devrions traverser ces épreuves. Et évidemment, lorsqu'on se trouve dans une situation où il faut lutter, eh bien, on change. Et j'espère de tout cœur que mon activité en tant que Première Dame pendant la guerre dans mon pays est efficace et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre encore plus efficace. Je n'ai jamais pensé avoir à remplir les tâches que la vie m'assigne aujourd'hui, mais je suis persuadée que plus la tâche est difficile, mieux nous devrons être pour les traverser. Et j'espère sincèrement que tout cela prendra fin et que nous pourrons
nous en souvenir et nous demander ce qui a changé. Nous pourrons nous arrêter, tirer des conclusions, mais pour l'instant, moi, comme tout le monde, nous sommes dans un sentiment constant d'adrénaline. Nous ne nous arrêtons pas. C'est un marathon dont nous ne connaissons pas la fin. Et nous n'avons pas la possibilité de mesurer nos forces. Donc, il est question d'endurance. Je sais que je peux encore courir. J'espère beaucoup ne pas être la dernière à la ligne d'arrivée. Est-ce que vous avez vu le président Zelensky, votre mari, changer, devenir un autre homme à la tête de l'Ukraine depuis que cette guerre est arrivée? Je ne peux pas dire s'il a changé. On me pose souvent cette question, peut-être un petit peu différemment. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il s'avère comme il s'est avéré? Moi, j'ai toujours su qu'il était comme ça. Probablement, il a changé comme nous tous, comme tous les Ukrainiens, car c'est la situation qui l'exige. Mais je sais qu'il a des forces, qu'il a des possibilités, qu'il a l'énergie et qu'il a l'obstination pour conduire le pays derrière lui. Et il a la confiance de son peuple, justement parce qu'il est à ses côtés. Est-ce que vous sentez qu'une grande partie du monde est derrière vous? Et est-ce que ça vous fait quelque chose? Nous le ressentons. En toute honnêteté, nous le ressentons en Ukraine. Nous discutons avec le monde, nous sommes ouverts, nous faisons partie de la société européenne, ce que ne peut pas dire de la Russie. Nous avons des sources d'informations ouvertes, nous voyons tout, nous lisons tout, nous ressentons tout. Il n'y a jamais eu autant de journalistes étrangers en Ukraine comme maintenant. Nous sommes conscients que c'est lié à la guerre, à la situation qu'il faut éclairer, mais il ne reste pas moins vrai qu'on nous connaît mieux maintenant. Pendant des voyages à l'étranger, je rencontre beaucoup de gens et je peux vous dire que partout on soutient l'Ukraine. Je ne ressens pas, là où je me suis rendue en tout cas, et c'est déjà un grand nombre de pays, j'ai toujours senti cette aide et ce soutien. Et nous sommes reconnaissants et je suis persuadée aussi que l'Ukraine peut donner beaucoup à l'Europe. Nous traversons les épreuves qui nous donnent une expérience unique et nous sommes prêts à partager cette expérience, notre énergie et notre inspiration avec le monde entier. Est-ce que, une fois que cette guerre sera finie, espérons qu'une conférence de la paix aura lieu, vous imaginerez de pouvoir redialoguer avec les Russes? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à intégrer aujourd'hui? Qu'un jour, il faudra que vous puissiez reparler, peut-être vous rendre vous-même un jour dans ce pays? C'est une question trop politique. Je pense que vous devriez plutôt le poser au président Zelensky. Ce n'est pas mon domaine d'expérience. La société ukrainienne, pour l'instant, rêve de la victoire. Après, on ne peut rien prévoir. Malheureusement, les agresseurs nous ont pris sans doute la chose la plus précieuse dans la vie, c'est le fait de prévoir, de planifier, de construire ses rêves et d'essayer de les atteindre. Nous voulons restaurer ce droit, d'avoir de nouveau cette possibilité et de réfléchir à tout ce qui viendra. Un dernier mot pour les Français qui nous regardent. Qu'est-ce que vous souhaitez que les relations franco-ukrainiennes deviennent à la suite de votre visite à Paris? Il me semble que nous sommes sur la bonne voie.
Nos relations ont toujours été amicales, agréables. Nous avons toujours respecté l'un l'autre. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, ces rapports ne font que se renforcer. Je veux que ce processus se poursuive, que nous apprenions davantage les uns sur les autres et que nous nous respections et nous aimions davantage. Je suis persuadée que c'est sur les relations humaines que reposent les liens entre les pays. Les rapports humains entre deux pays sont formidables, donc continuons à rester ensemble. Merci Madame Zelenska de nous avoir reçus ici chez vous, à la représentation culturelle ukrainienne à Paris pour cet entretien exceptionnel. Et bien sûr, nous sommes avec vous de tout cœur. Merci beaucoup. La première dame ukrainienne est restée 3 jours en visite officielle à Paris, une occasion de lancer sa fondation lors d'une grande soirée organisée salle Pleyel. Olena Zelenska a reçu le soutien de Brigitte Macron, qui est venue promouvoir l'action humanitaire de son homologue et rappeler cette amitié particulière qui les rapproche. La fondation d'Olena Zelenska était venue récolter des fonds pour financer notamment la reconstruction de l'hôpital d'Izoum. 2000 personnalités étaient présentes. Salle Pleyel et le réalisateur Michel Hazanavicius a déjà versé 120 000 € à la fondation, après avoir vendu bien sûr des objets de cinéma aux enchères. Une soirée qui s'est terminée par l'incroyable concert des Duck Daughters, un groupe de cabaret punk de 7 filles qui portent la voix de l'Ukraine dans le monde entier. Regardez ces images. Vous l'avez vu, Alain Delon et Catherine Deneuve ont souhaité s'engager aux côtés de l'Ukraine. Mais Alain Delon a tenu aussi à apporter directement son soutien au président Volodymyr Zelensky dans un échange par écran interposé que je vous propose de revivre. Le président ukrainien avait tout de suite accepté de dialoguer avec la star française. C'était l'automne dernier. Il faut dire que Volodymyr Zelensky, qui est aussi un ancien acteur, est aussi un grand admirateur d'Alain Delon. Et vous allez le voir, c'était sur ce plateau, les deux acteurs avaient beaucoup de choses à se dire. Regardez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes très sympathique, je suis très heureux de vous voir et très heureux d'être en face de vous. On a souvent dit qu'on était, vous et moi, des frères d'armes, qu'on a commencé comme acteurs. Alors, je suis d'accord, on a peut-être commencé comme acteur, tout ce que c'est que moi, je ne suis plus acteur et vous êtes président. Alors, c'est quand même une nuance. Merci. Merci de recevoir un ancien acteur. Il a une plus belle fin de carrière que la mienne. Il est président, je ne suis rien du tout. Je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous. Je ne serai jamais un président aussi génial que vous. Aussi méritant que vous. Jamais. Non, non, croyez-moi, nous vous aimons beaucoup, nous vous respectons. Et pour moi, vous avez toujours été, vous êtes toujours une autorité et un immense acteur. Nous connaissons vos films, ces films sont cités, bien que ce soit les films en langue française. Nous vous avons entendu aussi bien en traduction qu'en original, mais Alain Delon, c'est un immense acteur. Et la France, je suis certain est fière de son acteur. Vous voyez, je suis devenu président et maintenant j'ai la possibilité de parler à Alain Delon lui-même. Très heureux que vous souteniez l'Ukraine, que vous souteniez nos gens. C'est très important pour nous aujourd'hui. Lorsque les gens célèbrent, s'engagent, ils peuvent réellement aider, car la parole est une arme et parfois frappe plus fort
qu'une arme réelle sur un champ de bataille. Par conséquent, le soutien des gens comme vous est très important pour nous et je vous en remercie infiniment. Je vous en prie, c'est tout à fait normal, c'est le minimum que je puisse faire parce que je pouvais faire plus que ça, je ferai plus que ça. Parce que vous ne méritez pas tout ce que vous vivez et vous ne méritez pas ce que vit l'Ukraine en ce moment et ce que vit votre peuple. Oui, absolument. Vous savez que rien ne se passe sans les gens, le mal vient aussi des gens. Et ce que font les troupes russes sur notre sol, la façon dont ils se comportent, torturent, ça dépasse les règles de la guerre. La population civile, ce sont juste des enfants inoffensifs. Et nous sommes parfaitement conscients, vous et moi, quelle est la différence entre le cinéma et la tragédie que nous vivons aujourd'hui. Car au cinéma, même la tragédie dure 1h30, 2 heures et tout cela prend fin. Alors que cette guerre, malheureusement, nous avons le sentiment que cette guerre est infinie. Cela fait 8 ans qu'elle dure et presque 6 mois d'une guerre à grande échelle et nous espérons beaucoup qu'elle prendra rapidement fin. Je l'espère avec vous et je l'espère pour vous parce que c'est tout ce que vous méritez de mieux au monde, c'est que la guerre s'arrête. Parce que vous n'avez rien fait pour la provoquer, rien fait pour l'avoir. Je pense que les gens qui tuent trouvent sans doute une raison et trouvent une justification à leurs actes. Ils ne le font pas comme ça, gratuitement. Ils trouvent sans doute un objectif et cherchent à le poursuivre. Ah bon, on aimerait les connaître, l'objectif. Je pense qu'il a ses raisons. Ses raisons, c'est l'ambition, c'est l'irrespect. Il pense sans doute que nous ne sommes pas une nation à part, que nous ne sommes pas des gens différents. Il pense que nous faisons partie de son monde. Il considère, ou peut-être il a envie, le retour de l'Union soviétique. Il considère, en tout cas de son point de vue, c'est juste et que tous ceux qui l'empêchent sur ce chemin, ce n'est que de la chair à canon. Il poursuit son objectif, parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il sait parfaitement combien de personnes périssent tous les jours. Il connaît tout jusqu'au moindre détail, mais ça fait partie de son plan. C'est une approche colonialiste à l'égard de notre pays et c'est tout. Mais ce qui est dramatique, c'est ce que je pense, c'est pas forcément la vérité, c'est que c'est le songe d'un homme, c'est pas d'un pays ou d'une nation, c'est le rêve d'un seul homme. Vous savez ça quand même. Il a obligé l'ensemble de sa nation, ou la majeure partie de cette nation, à y croire. Je souffre pour vous, je trouve ça lamentable, inimaginable. Je suis vraiment avec vous. Je vous remercie infiniment. Ça nous est vraiment nécessaire. Il est important pour nous aujourd'hui d'entendre une voix et une épaule, une main de quelqu'un de votre trempe. Monsieur le Président, je ne suis pas la seule voix au monde qui pense que c'est monstrueux. Vous n'êtes pas le seul, Dieu merci, c'est vrai. Et je vous remercie beaucoup. Et Dieu merci, il y a d'autres personnes qui s'engagent et qui soutiennent l'Ukraine. Non, merci pas, c'est tout à fait normal. J'aurai 50 ans de plus, je m'engagerai dans l'armée ukrainienne. 50 ans de moins. Néanmoins, s'il y a une chance, je vous invite de venir dans notre capitale. Venez si vous avez le temps et la possibilité. Je serai absolument ravi de vous recevoir et les gens seront ravis de vous voir. Moi, je vous remercie, je viendrai, rassurez-vous. Quand j'aurai moins de cannes et que je marcherai normalement, je viendrai. C'est dans pas longtemps. Parce que vraiment, ça mérite le déplacement, croyez-moi. Et j'ai pas peur de ça.
Je sais que vous n'avez pas peur. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons vous attendre. Merci. Voilà, avant de se quitter, nous allons retrouver Alain Delon qui a décidé de remettre le costume d'acteur pour 2 nouvelles lectures en hommage à l'Ukraine. Nous allons retrouver la star à l'hôtel Cheval Blanc à la Samaritaine de Paris pour nous lire 2 textes autour de la liberté, l'un de Tom Benoît, l'autre de Paul Éluard. Regardez. Les initiales de la liberté sont celles de la République, des femmes, des hommes et de tout ce qui a vie. La liberté est capitale de toute nation. Il s'agit d'une révolte gagnée aux illusions volées, une propriété acquérable que dans des forces sans cesse renouvelées. La liberté politique ou celle de la conscience, l'exacte connaissance de sa propre captivité. Si les hommes parfois la délaissent, les peuples ne cessent jamais de la défendre. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Voilà, cette émission spéciale de Face à l'Ukraine se termine. Nous remercions Madame Olena Zelenska et bien sûr Alain Delon et Catherine Deneuve pour leur engagement, ainsi que l'ambassade d'Ukraine à Paris et son ambassadeur Vadim Omelchenko. À très bientôt sur les antennes de TV5 Monde. Au revoir.